La situation politique au Mali, objet d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président du Faso prend part à ce sommet qui se tient dans la capitale ghanéenne. Une semaine à Bama s'achève ce 30 mai avec des sujets qui dévoilent un pan de la culture de cette localité. Et parmi les sujets que nous vous proposons ce soir, des pas de danse savamment exécutés par les Bobos, population autochtone de Bama. Et comme vous allez le voir, les pas de danse Bobos sont fonction de la nature des événements. Dans l'actualité également, nous vous parlerons de la situation des Burkinabés du Sénégal. Ils sont environ 50 000 compatriotes au pays de la Teranga. Et pendant que certains s'illustrent bien dans les études, d'autres sont en conflit avec la loi sénégalaise. Explication à suivre dans cette édition. Et dans ce 20h, un constat, très peu de bras valides disponibles pour travailler la terre à Gomblora dans le sud-ouest du Burkina. La main-d'œuvre qui devrait servir au développement du secteur agricole se retrouve dans les sites d'orpaillage. Le dossier est à suivre dans cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se concertent sur la situation politique au Mali. Le sommet extraordinaire qui se tient depuis cet après-midi à Accra donc, et le président du Faso prend part à la rencontre. Au moment où nous diffusons ces images, la concertation se poursuit à huis clos. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Accra, Olo Opoda. Ici au Burkina Faso, le sujet de la réconciliation nationale est d'actualité. Les acteurs du monde politique sont appelés à jouer leur partition dans le processus de cette réconciliation. Le message a été lancé hier au cours d'un panel organisé au Centre de formation politique de l'Union pour le progrès et le changement. Roger Kam et Mounira Kiri. L'émission du ministre en charge de la réconciliation nationale déclinée, les participants prennent connaissance du thème qui les réunit. Enjeux, défis et chemins de la réconciliation, quelle contribution des acteurs politiques? Il s'agit, selon les conférenciers, de baliser le terrain conduisant à l'apaisement des cœurs, à la cohésion et au renforcement de la paix au Burkina. C'est de contribuer à travers les réflexions qui vont démarrer tout à l'heure, à alimenter toutes les idées, toutes les discussions qui ont cours actuellement sur le processus de réconciliation nationale. Donc le centre de formation veut apporter sa part de contribution à la réflexion sur ces sujets d'importance pour notre pays aujourd'hui. En plus des questions politiques, le processus de réconciliation nationale connaîtra des sujets liés au foncier, au terrorisme et des autres actes et faits qui mettent à rude épreuve le vivre ensemble, le tout dans le respect du tritype vérité, justice, réconciliation. Quand on fait la synthèse, il y a 6 catégories de besoins qui se retrouvent dans le panier même de réconciliation, des besoins de réconciliation. La question sociopolitique, il y a la question communautaire qu'on appelle la question socio-communautaire, il y a l'aspect sécuritaire également. Et nous avons également l'aspect civique. Cette rencontre est organisée par le Centre de formation politique de l'UPC. Elle se veut un cadre d'échange sur la contribution des acteurs politiques, religieux, coutumiers, les OSC et syndicats vers un Burkina de cohésion et de paix. À présent, la lecture du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, sur la situation nationale. Au cours d'une conférence tenue hier à Ouagadougou, le PDP-PS s'est prononcé sur plusieurs sujets, dont la crise dans le système éducatif. Le parti préconise l'élaboration d'une constitution endogène pour venir à bout de tous les maux qui minent le Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala et Emo Solange Girma. Face aux hommes et aux femmes de médias, le PDP-PS, le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, se prononce sur la situation nationale. Au regard des crises sécuritaires et sanitaires qui secouent le Burkina, il recommande l'élaboration d'une constitution endogène pour un développement endogène. L'objectif, c'est d'amener les Burkinabés à reprendre leur propre constitution, leur propre institution, pour devenir, si nous voulons, une nation.
avec pour fin tous les maux que nous avons aujourd'hui. Notre démarche est que tout part de la population. Parce que nous avons dit endogène. Parce que le parti, le PDP-PS, a pour doctrine l'endogénie. Sur la question des manifestations des élèves suite aux réformes opérées par le ministère en charge de l'éducation, le PDP-PS déplore cette situation et invite les acteurs à travailler dans la transparence. Les élèves se soulèvent. Ils se sont déjà soulevés. Les élèves se sont soulevés. Les enseignants se sont soulevés. Les syndicalistes se sont soulevés. Vous, les journalistes, même, vous vous êtes soulevés. Parce qu'on ne respecte pas vos droits. Parce que sans constitution endogène. Donc, tout ce qui se fait, ça va se faire dans le brouillard. Il n'y aura jamais de satisfaction. C'est seulement nous allons tourner en rond. Ce qui se passe, c'est dommage qu'il y ait eu déjà des morts. Nous déplorons cette fois-ci ceci. Nous, notre position, il faut que les choses soient mises au point d'une manière claire avec et les enseignants, et les élèves, et le gouvernement. En dehors de toute clarté, de toute transparence, il n'y aura pas de répit. Ce ne sera que quelque chose d'épisodique. Pour le PDP-PS, le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, la constitution endogène sera la mise en commun des règles qui régissent toutes les différentes communautés linguistiques et culturelles du Burkina, ce qui va permettre de venir à bout des difficultés auxquelles fait face le pays. Nous abordons à présent l'actualité au ministère de la Santé. Il s'est tenu cette semaine une réunion extraordinaire du Comité national de pilotage de la lutte contre le paludisme. Au menu de cette rencontre, le plan opérationnel contre le palu et la demande de financement à soumettre au gouvernement américain. C'est Lassina Ouattara et Aimé Solange Djigma. La présente réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre le paludisme vise à valider le plan opérationnel contre le paludisme et la demande de financement à soumettre au gouvernement américain. Des documents élaborés par les acteurs et les partenaires techniques et financiers du programme de lutte contre le paludisme dans le cadre de l'initiative présidentielle des États-Unis pour la lutte contre le paludisme. C'est à hauteur de 14,7 milliards que la planification a été faite pour l'année 2022. Les interventions sont surtout pour l'acquisition des intrants, en particulier les médicaments antipaludiques. Il y a également les tests diagnostiques rapides contre le paludisme. Il y a aussi les campagnes chimio-prophylaxie contre le paludisme saisonnier, mais aussi des initiatives qui permettent à ce que le programme national du contre le paludisme puisse rendre disponible les moustiquaires imprégnés longue durée d'action auprès des fonds sanitaires pour les populations. À travers ce financement annuel, le gouvernement américain espère améliorer la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme. Les attentes se limitent justement à une bonne mise en œuvre des activités qui ont été identifiées de commun accord, il faut le dire, avec toutes les parties prenantes, et pour véritablement avoir un impact, disons, au niveau de la morbidité, en tout cas des cas de palu. Il nous faut nécessairement assurer la mise en œuvre parfaite des interventions, notamment du point de vue de la qualité, ce qui va nous permettre d'avoir un impact en termes de réduction des nombres de cas de paludisme au niveau du pays. Les activités identifiées dans le plan opérationnel contre le paludisme et la demande de financement une fois validée vont contribuer à éliminer cette maladie qui demeure au Burkina la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. Est également d'actualité au Burkina Faso et sur le plan de la riposte. En plus des actions menées jusque-là, il est désormais question de vaccination. Nous en parlons avec le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on sait qu'à l'heure où nous parlons, les vaccins sont en train d'être acheminés au Burkina Faso, sinon qu'ils sont déjà là. Alors, quelle est déjà la quantité attendue et il s'agit de quel type de vaccin précisément? Je vous remercie. Nous allons accueillir ce soir les premières doses de vaccins pour le Burkina Faso. Il s'agit de 115 200 doses du mécanisme COVAX, c'est-à-dire AstraZeneca.
Alors, et quelle est la stratégie vaccinale qui a été arrêtée? Alors, vous savez que nous avons un plan de déploiement de vaccins qui est disponible depuis le mois de mars, qui prévoit qu'une fois que nous recevons le vaccin, que très rapidement nous puissions le redéployer vers les régions sanitaires afin que ça suive le circuit classique de redéploiement des vaccins qui existent au Burkina depuis plus de 40 ans. Et donc, pour ce qui concerne le vaccin AstraZeneca du mécanisme COVAX, nous allons très rapidement rendre ce vaccin disponible au niveau des régions entre le 31 et le 3 juin. 31 mai au 3 juin, de sorte à ce que les districts sanitaires et les hôpitaux puissent s'en approvisionner au niveau des régions. Alors, est-ce qu'il y a des groupes prioritaires qui seront ciblés? Alors, il faut dire que pour ces premières doses, nous avons dans un premier temps ciblé le personnel soignant et les personnes qui vivent avec des comorbidités, le groupe des pèlerins et puis le personnel qui travaille dans les ONG, là où il y a la promiscuité, ainsi que les agents du système des Nations Unies. Alors, quelles seront les conditions pour bénéficier de ce vaccin? Alors, sur le terrain, nos agents sont formés. Je dois dire que nous avons 1688 agents de santé formés pour faire la vaccination, qui connaissent donc les critères d'éligibilité. Nous avons également 844 volontaires qui ont également été formés, qui ont des fiches pour évaluer donc les critères d'éligibilité des personnes qui sont appelées à faire le vaccin. Et donc sur le terrain, nous avons des agents qui vont bien sûr dire aux personnes qui viennent pour le vaccin s'ils sont éligibles ou pas. Si je dois rentrer dans le détail ici, ça sera long. Mais disons que de façon basique, en dehors de ce que nous avons dit, ce sont les personnes qui ont 55 ans et plus, et les personnes les plus jeunes doivent donc patienter afin que les personnes plus à risque fassent le vaccin, car ce sont ces personnes qui risquent de faire les formes graves une fois que ces personnes contractent la COVID-19. Alors, est-ce qu'il y a des conditions financières à remplir? Le vaccin est gratuitement offert à la population et ceux qui veulent bien se faire vacciner pourront aller dans les différents points pour se faire vacciner. C'est gratuitement offert par le gouvernement et ses partenaires. Alors, Monsieur le ministre, on sait très bien que cette question de vaccination contre le Covid ne passe pas bien chez toute la population. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le doute. Et quel message dans le but de les rassurer? Alors, je voudrais dire à la population de faire confiance au gouvernement et au ministère de la Santé, car nous faisons toujours les bons choix pour la population. Notre mission est d'assurer donc la santé de la population. Et si nous avons décidé d'accueillir les vaccins COVAX, c'est pour compléter l'arsenal de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Comme vous le savez très bien, la pandémie de la COVID-19 sur le plan sanitaire a un impact moins important que son impact économique. Sur le plan économique, c'est un désastre. En 2020, le Burkina Faso a perdu près de 1000 milliards de francs CFA dans son budget en raison donc de l'action combinée des questions de sécurité de la COVID-19. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre en marge du combat mondial contre la COVID-19 car sur le plan économique, le Burkina Faso a reçu donc l'onde de choc de la COVID-19. C'est pour cela que nous devons nous engager pour lutter contre la COVID-19 au Burkina Faso en complétant donc l'arsenal de lutte avec le vaccin. Pour le moment, il s'agit de COVAX avec AstraZeneca. Bientôt dans plusieurs semaines, nous aurons probablement d'autres vaccins qui vont venir compléter la gamme des vaccins existants pour compléter la lutte contre la COVID-19. Merci Monsieur le ministre d'être passé sur notre plateau pour donner ces éléments d'information sur la vaccination contre le COVID-19 qui s'annonce bientôt au Burkina Faso. Et dans la suite de ce 20h, nous mettons le cap sur Ouayouguia dans la région du Nord où il a été lancé un nouveau programme pour lutter contre la malnutrition. Les organisations de la société civile et les communautés sont appelées à s'impliquer dans sa mise en œuvre. 4 ONG interviennent dans l'exécution de ce programme. Des détails avec Boukari Ouedraogo et Abdoul Rasmane Zongo. Mettre fin à la faim chronique, à la malnutrition, c'est l'ambition affichée par le programme Right to Grow, droit de grandir. Ce programme touche 6 pays dans le monde, dont le Burkina Faso, où il est piloté dans la région du Nord par l'ONG Angia Project avec son partenaire de mise en œuvre, l'AMR, Association Monde Rurale.
Waïguia abrite le lancement régional de ce programme sous la thématique « Renforcement des capacités des organisations de la société civile et des communautés en plaidoyer, suivi budgétaire et en qualité de service en vue d'améliorer la situation nutritionnelle des enfants. » Il s'agira de faire en sorte que, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des collectivités territoriales, il y ait une prise en compte de la nutrition dans les différents plans et programmes qui sont initiés. Et aussi qu'au niveau des communautés, elles puissent s'impliquer afin de pouvoir réduire, sinon éliminer la malnutrition dans notre pays. Travailler en synergie pour un suivi afin que les programmes en matière de nutrition soient de qualité pour permettre à nos enfants d'avoir une bonne croissance. C'est une opportunité qui nous est offerte et c'est une joie pour nous. Le programme Right to Grow est financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas avec une durée d'exécution de 5 ans. Le virage de notre feuilleton, une semaine à Bama, et ce soir, c'est le volet culturel là qui nous intéresse. Nous vous invitons à découvrir et à admirer les pas de danse exécutés par les Bobos qui sont les autochtones de Bama. Sachez que ces pas de danse se font selon les événements culturels à Bama. Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. De Bama. Ici, en pleine démonstration, les femmes s'écartent du cercle. Attention, l'instrument de danse est sacré et ne peut être touché par une femme. Cette autre danse masculine est exécutée lors des événements heureux. Là, par contre, les hommes sont accompagnés par les femmes. Les événements heureux, il y a des pas de danse. Le soir, comme ça, les jeunes filles du village se retrouvent effectivement, elles écrasent effectivement du mil. Et le mil qui est écrasé sert effectivement de taux pour la fête le lendemain. Donc, après ça, les jeunes filles se retrouvent, ils dansent toute la nuit. Ils dansent pratiquement toute la nuit. Et le lendemain maintenant, ça, ce n'est pas les filles maintenant, c'est tout le village maintenant qui est en fête. C'est comme on l'a dit, c'est tout le village qui est en fête. Chacun en fête, on boit, on mange. Mais il n'y a pas de bagarre. C'est interdit, moi, de se bagarrer, moi, avec sa femme parce qu'elle est rentrée tard ou quoi que ce soit. Ça ne se fait pas. Là, chacun on fait sa chambre, il fait sa danse et sa voix. Et toute la nuit, le lendemain, peut-être que c'est le masque qui vient. À Bama, les femmes ont également leur pas de danse propre à elles. Ici, par exemple, c'est une danse féminine exclusivement exécutée lors des funérailles. Les pas de danse que nous venons d'exécuter, ce sont des pas de danse du funérail. Lorsque c'est une femme qui décède, c'est comme ça que nous chantons et nous dansons toute la nuit pour les veillées funèbres. Lorsque c'est un homme, les hommes aussi ont leur pas de danse. Le bois que nous tenons ne doit pas être touché par un homme. C'est notre arme, c'est notre force, c'est sacré pour nous. Bama est une diversité de pas de danse et chaque pas a son sens et sa particularité. Des pas exécutés en fonction des événements et des rituels.
Sur Bama, les Bobos qui constituent la principale ethnie accordent une place très importante aux griots dans la chefferie traditionnelle. Dans cette localité, chaque chef a son griot qui lui chante régulièrement les louanges de ses ancêtres. En retour, le chef a l'obligation de le nourrir ainsi que sa famille. Allons à la découverte de la griotte du chef traditionnel de Bama avec Gérard Somé et Amandine Lalsaga. Maïmouna Sanou nous accueille ici avec des chants et des louanges. Issue d'une famille de griots, chanter les louanges est son quotidien. Et depuis 2013, elle le fait uniquement pour le chef de village et son entourage. Maïmouna est la griotte du chef des Bobos mandarins de Bama. Je suis la griotte du chef depuis qu'il a été intronisé. Et mon travail est d'être à ses côtés pour lui chanter ses louanges. Et à chaque fois qu'il veut prendre la parole, je dois chanter avant et après sa prise de parole. Lorsqu'il voyage, je le suis partout où il va. Maïmouna maîtrise l'histoire de la chefferie ici à Bama et chaque matin, elle réveille le chef du village avec les éloges de ses ancêtres. Son statut de Djeli fait d'elle également la conseillère la plus éclairée et la plus proche du chef. En plus de chanter les louanges du chef et accueillir les étrangers, nous les griots, nous jouons également le rôle de médiateur. Lorsqu'il y a un conflit, le chef nous envoie régler le problème. Dans la chefferie Bobo, le griot occupe une place importante. Maître de la parole et fidèle gardien de la tradition, ils sont entièrement pris en charge. Et Maïmouna, qui était commerçante, nous confie avoir arrêté son activité depuis l'intronisation de ce chef. Nous sommes chargés de les nourrir et de les habiller. Ça, dans le nôtre, c'est une obligation pour moi de le faire. Elle est considérée comme étant ma griotte. Depuis elle-même, depuis son jeune âge là, elle était avec moi avant que moi-même je ne sois chef. Donc aujourd'hui, c'est obligé que moi, n'importe où moi je pars là, il faut qu'elle soit avec moi. Soit que c'est elle ou bien c'est un griot. Et comme le veut la tradition, Maïmouna Sanou dit transmettre progressivement son art à ses 5 enfants. Elle tient à préserver cet héritage ancestral. Et pour boucler la série de reportages à Bama, je vous invite au centre de formation Raïmo. Ce centre est situé à l'entrée de la commune sur l'axe Bama-Faramana, créé par l'ancien étalon Raïmo Drago. Ce centre reçoit gratuitement des pensionnaires de tout le pays. Le promoteur donne ainsi la chance à tout jeune désireux de faire une carrière dans le football, de réaliser son rêve. Gérard Somé et Amandine Lalsaga. Il est 15h ce lundi au centre de formation Raïmo, ici à Bama. Séance d'entraînement pour la classe de première. Des jeux de passe, des dribbles. L'entraîneur Clément Youmasson place toute sa confiance en cette équipe pour rebeloter le doublé de 2019. Précisément la saison qui nous a marqué, c'est la saison où nous avons fait le doublé. C'est la saison vraiment qui nous a le plus marqué. Depuis que nous sommes en 2-1, c'est la saison où nous avons remporté le championnat et la Coupe du Faso. C'était une merveilleuse saison et on espère encore avoir d'autres saisons comme celle de l'année où nous avons fait le doublé. La particularité du jour, les jeunes joueurs reçoivent la visite du fondateur du centre. L'ancienne gloire des étalons Raïmo Drago, visiblement de bonne humeur, est là pour encourager ses fioles. Souvent pendant les vacances, on lance le recrutement à travers Vacances Foot, où les enfants viennent s'inscrire. On les entraîne pendant 1 mois et dans ce lot aussi, on voit des enfants qui répondent à nos critères. On les récupère. Et aussi, il y a des gens qui peuvent trouver un talent en ville, qui nous les conseillent. On les emmène pour les voir. Et s'ils sont bons, on les garde. Puisque je tiens à dire que le centre de formation est gratuit. Le centre est gratuit. Pourquoi gratuit? C'est pour donner la chance à tous les enfants qui ont du talent. Le centre Raïmo, à l'origine, était un rêve. Un rêve devenu réalité grâce à la détermination du fondateur. Quand j'ai fini ma carrière de footballeur,
j'avais la possibilité de rester en Europe. Mais j'ai vu que mon pays avait plus besoin de moi, puisque le pays a besoin de tous ses enfants pour développer le pays, donc d'où je suis rentré. J'ai créé ce centre parce que moi j'ai eu la chance d'être footballeur professionnel, mais je n'ai pas eu cet encadrement-là. Je me suis dit, si on donne cette opportunité à nos jeunes frères ou à nos enfants, c'est sûr que le pays bénéficiera parce qu'on va former d'abord des hommes, des footballeurs professionnels peut-être qui vont gagner de l'argent, qui vont venir investir aussi, créer de l'emploi et nous ramener la Coupe d'Afrique. Ce rêve est partagé aujourd'hui par la jeune génération qui, dans un contexte différent que celui du fondateur, fait son bonhomme de chemin. J'aime le foot, c'est à cause de ça. Et puis je vois un grand frère en train de jouer. Ça me donne le plaisir de jouer au foot. Ce que j'ai réussi sur conformation, j'espère devenir demain comme mon grand frère Zakaria Sango. J'ai choisi le foot parce que depuis tout petit, le foot, j'ai aimé jouer le foot. J'ai rêvé jouer le foot. J'ai rêvé jouer dans toutes les grandes équipes du monde. Être comme un idole qui est Marcelo, parce que je joue comme latéral gauche, parfois je joue comme milieu récupérateur. Donc j'aimerais ressembler à Marcelo. Avec ce que j'ai comme formation en tout cas, je pense que dans toutes les équipes du monde, là où ils vont me mettre, j'espère m'en sortir. Ouvert en 2013, le centre Raïmo compte aujourd'hui 50 pensionnaires repartis en 3 promotions. Les sous-minimes, les cadets et l'équipe première. Bonsoir Amandine Lalsaga. Bonsoir Nathalie Kaouri. Alors vous et les autres membres de l'équipe ont signé donc ces reportages que nous avons suivis tout au long de la semaine. Que retenez-vous de votre séjour à Bama? Alors de belles choses à Bama, mais d'abord je signale que pour l'équipe, vous venez de le préciser, il s'agit d'une équipe de 5 personnes. Il y avait en plus de moi-même Gérard Sommet qui a signé ces belles images que vous avez suivies tout au long de la semaine. Eric Comporé, ingénieur son. Valérie Zungrana pour le montage et nous avons été conduits par Bali Bazier. Alors, je retiens de la commune de Bama une commune à fort potentiel économique, Nathalie Kaouré, avec le barrage du Samandeni, où la pêche a déjà commencé, 800 tonnes de poissons pêchés chaque an. Il y a la plaine risicole de Bama, la vallée du Cou, qui, dans cette plaine où plus de 1300 et quelques personnes travaillent, et chaque année, on a au moins 12 000 tonnes de riz paddy, Nathalie Kaouré. Alors, il faut dire également que de Bama, pour la valorisation du barrage, il y a 780 hectares de terre qui sont en aménagement par le P10 et pour pouvoir valoriser le barrage. Et c'est également un potentiel agricole qui est en cours. Mais Bama vit également les mêmes réalités que les autres communes, des coupures d'eau, des coupures d'électricité et également des questions sur le foncier. Bama, une commune avec 45 conseillers, seulement 2 femmes, avec un budget d'1 demi-milliard, Nathalie Kaouré. Avec ces taxis assez spéciaux aussi. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières et durant le tournage des différents sujets? Pas du tout, c'est l'une des communes où nous n'avons presque pas eu de problème. Alors, une population très accueillante, Nathalie Kaouré. Et pour la petite anecdote, je leur ai même dit, on dirait que vous nous attendiez. Parce que nous sommes allés sans repérage, on est allé 1 semaine et on a réalisé en même temps les reportages. Mais c'était tellement facile sur le terrain. Bien sûr que nous avons été aidés par le climat qui était très modéré. Un beau paysage également. Bama, vous avez eu l'occasion de suivre les images tout au long de la semaine. Et en 1 semaine, nous avons réalisé 16 reportages, Nathalie Kaouré. Alors, vous avez parlé des aspects assez positifs dans la localité, mais vous qui avez séjourné donc pendant 1 semaine dans cette localité, est-ce qu'il y a quand même des défis à développer à Bama? Bien sûr, des défis à relever pour la commune, des projets. Et vous avez eu l'occasion de suivre le reportage sur la plaine risicole, où avec les problèmes d'eau et le niveau d'eau qui a un peu baissé, et les agriculteurs producteurs sur la plaine ont adopté une technique de résilience où la patate est cultivée, ce qui remet un peu en cause l'objectif premier de la plaine qui est de produire du riz. Je vous ai dit tantôt que c'est 12 000 tonnes de riz paddy qui est produit chaque année sur la plaine. Alors pour régler la situation, on nous a informé que sur 800 hectares au niveau de la plaine, il y aura une réhabilitation pour pouvoir permettre aux producteurs de pouvoir produire et en saison humide et en saison sèche.
Également, au niveau de Samandeni, il y a le village touristique qui sera bientôt une réalité, nous a confié le maire, l'ancien Ngondé. Alors, c'est également une potentialité. Et sur 100 hectares, Nathalie Kaouré, il y aura une usine de transformation agricole et qui va également employer beaucoup de jeunes. Vous l'avez tantôt dit sur les taxis Bama, les jeunes se sont plaints, il n'y a pas de travail. Je pense que peut-être d'ici là, si l'usine agricole est une réalité, ils auront l'occasion également d'avoir du travail à ce niveau. Donc, ça sera peut-être l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui nous ont aidés un peu sur le terrain. Il y a Lassina Gondé, qui est le maire également, et le maire dont je vous parlais, qui nous a beaucoup accompagnés par ses conseils et également par la disponibilité pour la réalisation des reportages. Nous avons eu 2 guides sur le terrain. Il s'agit de Souleymane Sanou, qui était notre guide, et puis de Aruna Konfé, que nous remercions, et également les forces de défense et de sécurité qui nous ont beaucoup accompagnés, Nathalie Kaouré. Merci, félicitations pour tous ces reportages, félicitations à l'ensemble de l'équipe. Et dans la suite de cette édition, le secteur agricole burkinabé a besoin de main-d'œuvre pour le travail de la terre, mais ce n'est pas le cas à Gomblora, à une trentaine de kilomètres de Gawa, dans la région du sud-ouest. Dans cette localité, la majorité des bras valides se retrouvent sur le site d'orpaillage. Explication dans ce dossier signé Kassoum Tony et siège de Kaela Poda. Il y a d'autres qui disent s'il n'est pas à la recherche de l'argent, s'il gagne de l'argent, il peut acheter de la nourriture pour nourrir les familles. Que les travaux champêtres là, c'est trop fatigant. Voilà pourquoi d'autres abandonnent les champs pour à la recherche de l'eau. Comme Sanson, ils sont nombreux les jeunes de la commune de Gomblora à déserter les champs pour leur paillage. Une fatigue gratuite selon certains, l'agriculture n'est pas le domaine dans lequel ils souhaitent faire de vieux os. Et ce sont les plus âgés qui s'y collent. Actuellement, tous les jeunes qui vont nous aider dans les travaux champêtres sont dans les sites d'or. Voilà, donc nous qui avons décidé en tout cas d'aller vers les champs, là-bas. En tout cas, si tu décides toi seul, tu es seul. Puisque pour demander même de l'aide, tu vas aller demander les jeunes, ils vont te dire vraiment, après demain ils vont venir, tu vas aller constater qu'il n'y a personne, peut-être que tu es seul avec quelques éléments seulement. Donc. Parfois on part au champ et il y a des jours, quand les jours de repos, on vient pour chercher l'eau, pour gagner un peu d'argent aussi. Comme nous avons des motos pour mettre essence aussi, voilà pourquoi. Si on part l'eau, parfois aussi, on laisse les travaux champêtres là. Puis on va à la recherche de l'eau aussi. La recherche d'eau vaut mieux que les travaux champêtres. Toujours sur le soleil, courir, que la hanche fait mal. Donc voilà pourquoi j'abandonne les travaux champêtres et viens à la recherche de l'eau. Mes enfants sont tous dans l'orpaillage. Ceux qui restent sont mineurs et en plus sont des filles et chez nous les filles ne cultivent pas. Tu essaies de les convaincre, ils ne te répondent même pas. Le matin, ils sont tous partis dans un site. La commune de Gomblora regorge de nombreux sites d'or. Le métal jaune attire les jeunes en quête d'une vie meilleure au détriment de l'agriculture. Pallier ce déficit n'est pas impossible pour les agriculteurs de la zone. Hélas, il faut les moyens et ils en manquent. Les charrues, bon, en tout cas, ça peut vraiment nous aider. Les charrues, quand tu vas prendre aussi les machines tracteurs. Voilà, vraiment, ce sont des trucs qu'on a en tête. Si on pouvait avoir ça, en tout cas, ça allait vraiment nous aider. Mais comment les avoir? On n'a pas de bio, on n'a pas les moyens. Comment acheter? Et voilà, aujourd'hui, il y a des tracteurs, pendant la saison, il y a des tracteurs qui viennent. Mais vraiment, pour les avoir, même c'est dur. Et quand tu les gagnes aussi, envoyés sur le terrain, tu veux gagner une petite portion, mais qui ne vaut même pas un hectare. Mais le coût qu'ils vont te montrer vraiment, tu es obligé de décider. L'impact se ressent encore plus sur la production car les seuls travailleurs de la terre étant obligés de réduire leur superficie à la hauteur de leur force. On envisage en tout cas travailler en tout cas des superficies même sur les trucs, c'est-à-dire beaucoup d'hectares. Mais vu la main d'œuvre en tout cas il faut diminuer parce que toi seul, si tu vas faire en tout cas, si tu peux en tout cas travailler 1 hectare et que tu fais plus que ça, vraiment, au lieu d'1 hectare, les 2 hectares même tu vas voir que c'est pas la peine. Si tu pouvais dire 1 hectare même, ça allait être plus rentable puisque tu ne peux pas entretenir. Donc on est obligé en tout cas de diminuer la superficie dont on avait prévu. La solution pour moi, c'est une sensibilisation. Mais pour sensibiliser, vraiment, ce ne sera pas facile puisque actuellement, toi tu es à la maison, pour avoir même 200 francs pour aller boire 100 francs, c'est dur. Et voilà, ton petit frère qui s'en va, et du coup il vient avec une moto, il vient, il construit, il est en train de tourner.
Pour en tout cas pouvoir convaincre celui-là à retourner sur la terre, je pense que c'est trop dur. D'aucuns diraient que les revenus de l'orpaillage construisent plus rapidement. N'en demeure pas moins que son impact dans cette zone reste très négatif sur l'agriculture. Le manque de main-d'œuvre oriente de nombreux agriculteurs à planter des anacardiers en abandonnant leur culture vivrière. Des manuels scolaires rares et pas toujours de bonne qualité et des ressources éducatives numériques peu utilisées dans les écoles. C'est une situation qui se constate au Burkina Faso et qui interpelle les acteurs du système éducatif. Pour y faire face, ils peuvent désormais compter sur l'UNESCO et le Centre culturel français. L'accompagnement se fera à travers un projet lancé vendredi dernier et dont le financement est assuré par l'Agence française de développement. Salifou Belem et Maïmouna Traouri. L'état des lieux des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne fait ressortir une rareté des manuels scolaires dans les établissements. À cela s'ajoute la faible qualité et pertinence des manuels au regard des programmes d'enseignement et d'apprentissage et les ressources éducatives numériques très peu diffusées et utilisées dans les collèges. La situation au Burkina Faso préoccupe les acteurs du système éducatif et leurs partenaires. Nous n'arrivons pas à donner un manuel pour 2 élèves, que ce soit au primaire, au post-primaire et au secondaire. Et la situation est très difficile parce que justement le livre coûte cher, surtout lorsqu'il doit suivre l'évolution des effectifs scolaires. Nous avons également des difficultés parce que l'école, ce n'est pas seulement les manuels, mais il y a aussi d'autres ressources pédagogiques. Vous avez les ressources numériques, vous avez les cartes, vous avez les schémas, par exemple, de SVT, et vous avez tout le matériel didactique qui est produit pour permettre à l'enfant d'apprendre par la pratique. Les défis sont donc énormes et le projet ressources éducatives vient en appui pour améliorer le système éducatif en contribuant au renforcement de la production et la diffusion des ressources éducatives pour les établissements scolaires. Une analyse diagnostique de la chaîne de ressources éducatives est en train d'être menée par une équipe nationale. Le projet va également, bien entendu, comme je l'ai dit, apporter également le fait de pouvoir produire des ressources éducatives de qualité en abondance, mais surtout avec un objectif de mutualisation entre les pays. Cette cérémonie de lancement vise à faire connaître le projet aux acteurs du système éducatif et à ceux travaillant sur des thématiques liées aux manuels scolaires et autres ressources pédagogiques. Il servira également de cadre de partage des premiers résultats issus de l'évaluation diagnostique de la chaîne ressources éducatives au Burkina Faso et de débattre des principaux enjeux. Je vous amène à présent au pays de la Teranga pour vous donner une idée de la situation des Burkinabés vivant dans ce pays. Ils sont environ 50 000 Burkinabés au Sénégal, une communauté composée d'étudiants, de fonctionnaires internationaux et d'aventuriers. Et pendant que les étudiants dans leur majorité se démarquent positivement, certains aventuriers sont actuellement en conflit avec la loi sénégalaise. Explication dans ce dossier signé Sanoua Christine Koulibaly. Sur le chemin de l'aventure et à la recherche d'une vie meilleure, ils sont des milliers de Burkinabés qui ont opté pour le pays de la Teranga. La communauté burkinabé au Sénégal, c'est environ 50 000 âmes composées d'aventuriers, de fonctionnaires internationaux et d'étudiants. Ça varie d'année en année, mais ça tourne toujours, leur nombre tourne toujours autour de 1000 étudiants. Des étudiants qui hissent haut le drapeau burkinabé dans la plupart des universités sénégalaises. Pour prendre quelques exemples, à l'école inter-état de médecine vétérinaire, sur les 5 promotions, les 5 majeures sont burkinabés. Et à l'université Euromède, la faculté de pharmacie, sur les 6 promotions, les 5 majors sont également burkinabés. L'université Cheikh Anta Diop, le major des majors, toutes facultés confondues, est également un étudiant burkinabé. Pourtant, les difficultés ne manquent pas. Nos principales difficultés se résument au logement, au déplacement et à l'alimentation. Nous rencontrons des difficultés en ce qui concerne la bourse, avec les retards et aussi la somme. Nous avons fait savoir au gouvernement, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur, nos revendications par rapport à cela. C'est vrai, c'est un pays africain
Mais c'est sûr qu'il y a d'énormes différences de vie. Entrer en contact avec le service culturel de l'ambassade qui pourrait vous guider pour les inscriptions, mais aussi pour donner toutes les informations utiles afin que les enfants, une fois sur place, ne vivent pas dans des difficultés. Les étudiants et les autres composantes de la communauté burkinabé sont regroupés au sein de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés vivant au Sénégal. Quand on est à l'extérieur comme ça, généralement ce qui fait que on peut se sentir mieux, c'est qu'il faut qu'on se regroupe, n'est-ce pas? Donc c'est un peu dans ce souci que d'ailleurs nos devanciers, qui depuis peut-être les années 40, avaient déjà eu l'idée de se regrouper. Une communauté qui brille par son dynamisme à travers l'organisation de certaines activités. La dernière en date, les journées culturelles des ressortissants burkinabés au Sénégal. Mais il y a aussi l'envers du décor. À 700 km de Dakar, dans la région de Kédougou et Tambacounda, 29 de nos compatriotes ont été épinglés par la justice sénégalaise pour activités illégales, donnant du fil à retordre à la mission diplomatique. Nous entretenons des relations avec les autorités judiciaires. Lorsque nous sommes informés, nous l'avons déjà fait, de la tenue des procès. J'ai envoyé une mission de l'ambassade qui a séjourné à Tambacounda pour assister au procès et nous avons pu plaider pour certains d'entre eux, notamment les plus jeunes, afin que donc une clémence soit observée à leur endroit. Et cela aboutit à l'élargissement, je pense, de 7 jeunes. Une affaire de plus qui met à nu un problème de droits humains, la traite des enfants. Et là, c'est une réalité, parce que sur le terrain, vous allez constater des jeunes enfants qui arrivent à 15 ans, puis quelquefois moins de 15 ans, et qui sont véritablement exploités et qui sont livrés à toutes sortes de fléaux sur le terrain. Donc, notre attention a été attirée là-dessus et nous avons aussi rendu compte au gouvernement afin que des mesures soient prises pour éviter justement la présence, donc le convoi de ces jeunes enfants au niveau donc du Sénégal. Au-delà de ces cas malheureux, l'aventure sénégalaise a souri à beaucoup de nos compatriotes et certains ont même pris la nationalité sénégalaise. À présent, une autre étape de la caravane de presse organisée par le Service national pour le développement. Des anciens appelés du SND installés à leur compte ont reçu la visite des hommes de médias. Ce sont des anciens pensionnaires des centres du SND installés à Dédougou dans la Boukoudimouna et à Bagré dans le centre-est. Le point avec Amadou Ilboudo et Ahadzi Sandamba. Alassane Sirimon est un soudeur installé au secteur 6 de Dédougou. Il n'est peut-être pas le meilleur ici dans la cité de Bankoui, mais la menuiserie métallique n'a plus de secret pour lui. Appelé de la 67e promotion, il est un ancien pensionnaire du centre de formation et de production du SN2 de Badala. Ce matin, il reçoit la visite des caravaniers du SND. Originaire de Banfora, Alassane Sirima, après une année de formation suivie d'un stage, a préféré s'installer ici à Dédougou. La menuiserie métallique, Alassane a toujours rêvé de l'exercer. La soudure, je l'ai aimée depuis que j'étais élève, puisque mon oncle même c'était un soudeur. Après les vacances, je partais faire la soudure avec lui. Après, si les vacances finissent, je repars à l'école. J'ai appris ça quand, entre-temps, j'ai entendu la communiquer qu'il y a un SND qui forme les gens. En soudure, je suis venu renforcer, chercher les diplômes là-bas. Au secteur 5 de Dédougou, c'est un autre ancien pensionnaire qui reçoit les caravaniers. Dans un passé récent, Souleymane Bonkongo exerçait comme apprenti mécanicien. Et c'est en voulant se professionnaliser qu'il a intégré le centre de formation et de production de Badala. S'équipé en poche, Souleymane Bonkongo est aujourd'hui propriétaire d'un atelier de mécanique de roues. À son compte, plusieurs employés, l'ancien appelé dit gagner dignement sa vie à travers ce métier. Si tu arrives à faire des dépenses à la maison, tu arrives à épauler tes apprentis sans l'aide de quelqu'un, moi je vois que c'est un peu suffisant. Par exemple, si toi tu es un mécanicien, tu arrives à vendre les matériels des pièces, les pièces détachées, tu arrives à vendre les pièces détachées
En tout cas, là-bas, tu peux avoir au moins 15 000, 20 000 par jour comme ça. Autre lieu, même réalité. Nous sommes ici à la plaine risicole de Bagré. Grâce au SND, Romaric Sawadou est désormais un agent de développement rural. Après 2 années passées à l'Institut de formation en développement rural IFODER, un institut qui forme les appelés en partenariat avec le SND. Sur cette plaine, Romaric exploite au total 8 hectares, toutes spéculations confondues. Au centre, on a pris au moins plusieurs activités, côté agriculture, élevage dans plusieurs domaines, et agronomie et puis agroforesterie. Voilà, après la formation, j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture et l'élevage. Voilà, donc ce que je suis en train de produire comme ça, faire la production du riz, et du maïs et de la maraîchage. Elle aussi est agent de développement rural sorti de l'IFODER. Appelé de la 2e promotion, Thiewende Sawadogo, après sa formation, exerce aujourd'hui dans l'embouche porcine. Avec 8 au départ, elle possède aujourd'hui une trentaine de porcs. Jusque-là, il était connu dans les showbiz burkinabés comme l'initiateur des Koundé. Désormais, Diapresse, à l'état civil Salfo Souré, porte une autre casquette, ou si vous voulez, un autre bonnet. Il a été intronisé chef traditionnel de son village. La cérémonie s'est déroulée hier en présence de nombreux invités. Daouda Ouattara et Issa Kanana. Diapresse, porte-étendard de la culture burkinabé à travers la musique, Salfo Souré, désormais gardien de la tradition à Tampui-Arcé, son village natal. Intronisé chef ce samedi, Diapresse prend comme nom de règne Naba Tegré. 2 noms, 2 casquettes, une seule personne. Les défis sont nombreux, on n'est pas des magiciens, mais on compte impacter très positivement sur les populations pour qu'ils prennent en main leur propre destin face aux nouveaux défis du monde moderne. Donc je veux moi-même être l'illustration de la modernité avec les pieds dans la tradition. Et pour l'occasion, ils sont là. Acteurs du monde culturel, collaborateurs, amis d'ici et d'ailleurs, tous venus traduire leurs encouragements et bénédictions au tout nouveau chef. Je suis venu soutenir un camarade de la culture, du monde de la culture. Je crois que c'est une fierté pour nous tous, pour tous les coutumiers. Donc c'est dans ce sens-là que je suis venu le soutenir, manifester ma joie aussi avec lui et avec la population de Tampui-Arcé. C'est donc une suite logique de ce que l'homme faisait déjà dans la culture. Et nous lui souhaitons tout le bien, la paix, la santé, le bonheur et surtout la prospérité pour sa communauté et son ressort territorial. Beaucoup de santé et beaucoup de sagesse dans ce règne. C'est ce qu'on lui souhaite. Diapresse dans le milieu culturel, désormais Naba Tegré est le 3e chef de la lignée de Tampui-Arcé. Il succède ainsi à son père, Naba Sigri. Et c'était la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Dès demain, retrouvez Fousseni Kindo à la présentation de l'édition de 20h. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.